La Formule 1 est un jeu simple où 20 pilotes s'affrontent et à la fin, ce sont les Autrichiens qui gagnent. Bienvenue à tous les amis pour cette nouvelle émission des Pistonnés, le débrief du deuxième Grand Prix de cette saison 2023, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Brice Germain, Hamza Ramani sont avec nous. Salut les gars, comment ça va ? Ça va. Doucement, j'ai l'impression doucement. Fatigué, courroucé par cette domination de Red Bull. Ouais, on se demande quand est-ce que ça va terminer quand même. Ouais. D'accord. Ça vient de commencer, on se demande quand ça va terminer. C'est vrai que ça risque d'être très très long. Mais on sera là en tout cas jusqu'au bout pour vous la faire vivre et essayer de vous raconter des histoires tout autour. Il est de retour, lui, c'est l'enfant prodigue un petit peu. On a vécu des émotions absolument incroyables avec lui. Il a même connu peut-être un glow-up encore plus important à l'intersaison que celui d'Aston Martin, monsieur Antoine Bedu. Le pit stop et également sur Canal+, il faut le dire. Salut mon Antoine. Salut les amis. Il y a une bonne ambiance de côté de la table. Hein. Ouais, t'as vu, ils sont sous Tranxène. Enfin bref, tu ramènes un peu de fraîcheur. Voilà. D'ailleurs, j'ai un petit. Voilà. Rien n'était préparé. Regardez, c'est beau. En souvenir de nos beaux moments vécus cet été l'été dernier. Aparté, pire jeu d'acteur de notre part. Je veux dire. Pire entame d'émission de toute l'histoire des Pistonnés de votre part. Franchement, vous êtes morts, les gars. Bob est froissé, affreux, mais il est là. Voilà, il est présent. Il y a encore la poussière. Il y a encore la poussière de cet été. On peut le dire, le plus beau souvenir de notre carrière. Oui. Ever. Il n'y en aura pas des plus beaux, je pense. Si. On s'est un peu embourgeoisé depuis. Oui. À l'occasion de rendre hommage aux équipes du Grand Prix de France qui nous avaient encore parfaitement traités, accueillis et on s'était régalé avec eux. En effet. Merci Pierre Guillonnet parce que cette possibilité-là, voilà, je ne sais pas si on l'aura encore une fois, mais voilà, merci à eux tous et c'était bien sûr un bonheur. On pense à eux parce que malheureusement le Grand Prix de France depuis a disparu les amis. Ça va Antoine ? Ça va super les gars, je suis très content d'être avec vous pour débriefer. Ça fait longtemps qu'on s'était tous retrouvés autour d'une table, donc je suis très content, très très heureux. Bon. Ta vie a changé. Un peu, oui, c'est vrai. Depuis que je vous ai rencontrés, de base, ma vie a changé. Non, mais blague à part, c'est vrai. Grâce à vous, plein d'émissions, plein de choses. Mais nous, on est RT, en fait. Mais avec fierté. La Masia de YouTube. Fred Vasseur, il aura attendu 20 ans avant de passer en F1. Antoine faisait du contenu avant de venir chez nous. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais très heureux, effectivement, plein de nouvelles choses. Et voilà, mais... Très, très content d'être là, on va se régaler. Tu peux nous détailler un peu le programme de ce que tu vas faire, notamment sur Canal+, parce que c'est ça un peu ton actualité du moment. Eh bien, du coup, à Canal+, on va faire pas mal de choses différentes. On a du côté... En fait, moi, je suis vraiment au sport mécanique à Canal, donc ça va comprendre la Formule 1, notamment sur tout ce qui est réseaux sociaux. On a des live Twitch, on a des incarnations sur les différents réseaux. Aussi tout un travail plutôt de l'ombre qu'on appelle la fabrication. En gros, c'est réussir à fabriquer toutes les images qui passent à l'antenne. Donc, il y a une énorme équipe, donc on est là-dessus. Il y a aussi de la moto, puisque donc sport mécanique, ça comprend le MotoGP qui est sur Canal. Et on va avoir notamment cette année un petit documentaire avec Johan Zarco qui va se monter. Donc, c'est des choses intéressantes qui arrivent. Donc, plein de nouveautés, plein de choses à découvrir. Et ouais, je suis trop content d'être là-bas, c'est génial. Eh ben, nous, on est contents, on est fiers de toi en tout cas, c'est mérité. On te souhaite une longue route, même si tu nous manques un petit peu, il faut le dire, sur l'émission Pole Position à retrouver sur Winamax. On est ravis en tout cas déjà de t'avoir ici et puis de voir aussi également les choses évoluer pour toi. Les gars, débrief de Grand Prix, qui dit débrief de Grand Prix dit 4 enseignements. On les découvre ensemble. On va parler forcément de Sergio Pérez et de ce duel, de cette tension qui monte chez Red Bull. On parlera aussi également de cet imbroglio autour du 100e podium de Fernando Alonso. On évoquera Mercedes, Lewis Hamilton, on évoquera surtout McLaren. Est-ce le plus gros flop, en tout cas, de ce début de saison 2023 ? Mais il y a des sujets aussi également dont on ne parlera pas. Et on ne parlera pas notamment aujourd'hui de Alpine, mon cher Brice. On ne parlera pas de Alpine et pour autant, Alpine a lancé sa saison avec une double entrée dans les points. C'était déjà le cas pour Gasly, 9e place à Bahreïn, mais avec toutes ces histoires de pénalités, on y reviendra certainement, Esteban Ocon avait une course absolument ruinée. 8 et 9, une saison lancée, ça fait du bien de se dire qu'ils ont pu aligner un week-end complet, mais est-ce que du coup ce plafond de 8 et 9 n'est pas justement la limite que peut atteindre Alpine ? C'est un petit peu la question qu'on va se poser pour le reste de la saison, parce que si eux ont un peu réduit l'écart avec les top teams, il y a une écurie qui est devenue un top team pendant ce temps-là, et force est de constater que pour le moment il y a une régression. Donc à voir si en alignant tous les week-ends correctement ça va bien se passer, mais en attendant... Alpine se donne un peu d'air en rentrant dans les points, mais il y a un gros questionnement quand même sur cette performance. Est-ce qu'on n'a pas perdu une place au constructeur ? Je pense que oui. Et Esteban Ocon hier parlait notamment sur la F1 TV de no man's land concernant la situation d'Alpine. Hamza, tu veux nous parler de Haas ? Dieu gagnant. Nico Hülkenberg. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Non, mais Nico Hülkenberg, il fait une première qualification à Bahreïn où il arrache une Q3. Samedi, en Arabie Saoudite, il termine 11e. C'est Gasly qui le sort, je crois, pour à peine 4 centièmes, il me semble. Donc,
Je suis déjà assez impressionné par son niveau de compétitivité après 3 ans sans rouler. Alors on va me dire oui, mais il a fait 1 ou 2 Grands Prix par saison. 3 ans sans rouler. Et puis ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que Kevin Magnussen lui aussi a connu un premier Grand Prix compliqué avec la dégradation, etc. Et tous les deux ont réussi à justement gérer cette dégradation. Est-ce que Haas a trouvé quelque chose ? J'en sais rien. En tout cas, Magnussen termine dans les points. Il termine pas si loin de Pierre Gasly et des Alpines. Il a perdu, je pense, pas mal de temps avec Yuki Tsunoda. 9 secondes. Mais ouais, je crois qu'il termine, c'est ça, 9 secondes. Mais au final, ils font une belle course et ça promet avoir aussi la politique de développement de Haas. On sait que la saison dernière, ils ont eu qu'un seul développement qui est arrivé en Hongrie. Ouais. Donc à voir s'ils repartent sur le même scénario, la même politique de développement. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec ces deux pilotes, c'est ce que je disais avec Alpine la saison dernière, j'ai l'impression quand même que c'est certain que la performance, les pilotes iront la chercher si la voiture est performante. Exactement. Puis moi, je voulais boucler, tu as commencé à en parler, je voulais boucler avec Yuki Tsunoda, qui je le trouve est très consistant, en tout cas sur ces 2 premières courses. On va attendre avant de prendre le sujet à bras-le-corps et voir ce qui va se passer, notamment dans cette première partie de saison. Tsunoda qui fait 2 11e places, qui n'est pas forcément récompensé de tous ses efforts, mais il y a un contexte très difficile autour d'AlphaTauri depuis le début de cette saison. Encore, on en parlait en antenne tout à l'heure, les propos de Franz Tost ce week-end. Et Yuki Tsunoda, mine de rien, que le matériel qu'il a arrive pour le moment à leader cette équipe et à tirer le maximum du potentiel dont il dispose. On l'attend au tournant dans cette 3e saison, Yuki Tsunoda. Pour le moment, il répond présent. On espère qu'il aura un petit peu plus, bien sûr, de réussite dans les courses à venir. Le débrief du Grand Prix, justement, d'Arabie Saoudite. On s'y plonge. Vous connaissez les 4 enseignements. C'est le moment de lancer le jingle. Le débrief, les 4 enseignements, on en a parlé. Regardons le classement à l'arrivée, bien sûr, de cette 2e manche du championnat du monde 2023 avec la 5e victoire en carrière de Sergio Pérez, la 4e sur un circuit urbain. Max Verstappen termine 2e et prend le point du meilleur tour qui lui permet de prendre et de garder surtout la tête du classement. Derrière, on signalera le 100e podium de Fernando Alonso et puis surtout la hiérarchie qui se lie un petit peu plus de Mercedes, de Ferrari, 2 Alpine et une Haas. On verra justement ensemble si c'est la hiérarchie de ce début de saison 2023. On attaque tout de suite avec le premier enseignement. Sergio Pérez est-il le dernier rempart à Max Verstappen? Est-il le dernier espoir pour un petit peu de suspense dans cette saison? Lui, le prince de la ville, sa 5e victoire. Christian Horner disait en conférence de presse hier, c'est la plus belle de sa carrière, la plus belle en tout cas chez Red Bull. Lui qui a avoué devoir encore travailler ses procédures de départ. Lui qui a affiché aussi également un très gros rythme. Il était plus proche, on a eu la sensation, de Max Verstappen comparé à ce qu'on avait vu du côté de Bahreïn il y a 15 jours. Et puis il y a cette parfaite gestion de la safety car qui aurait pu ruiner sa course et il a géré ça d'une main de maître avec beaucoup de leadership. Et puis il y a ce qui s'est passé après la course aussi et le début des tensions. Déjà les radios qui ont chauffé sur la fin de course. Pérez qui a dit après en conférence de presse qu'il était très déçu de ne pas avoir pu défendre son meilleur tour. Et puis Verstappen, handicapé par sa transmission qui a flingué Red Bull. On va en parler, je vous montrerai les propos dans quelques instants. Est-ce que Sergio Pérez est le dernier rempart pour les passionnés que nous sommes et pour nous on veut du spectacle et quelque part on va tous devenir supporters de Sergio Pérez, Antoine. Dernier rempart, oui, dans le sens où, on va y venir, je pense que seule une Red Bull pourrait être champion du monde pilote cette saison, donc techniquement, si quelqu'un doit empêcher Max, c'est Checo, mais je vais aller plutôt sur le nom dans un deuxième temps. Mais j'ai d'abord envie de féliciter Checo parce que je suis d'accord avec Horner dans le sens où pour moi c'est sa plus belle victoire en carrière. Quand la safety car est tombée hier, je me dis il a perdu parce que c'est ce qu'il fallait à Max pour finir sa remontée et n'être plus que très proche de Checo au moment de la relance. Et finalement, il y a quelque chose dans sa victoire hier qu'il n'a pas dans ses 4 victoires précédentes, c'est le niveau d'un vrai vainqueur de Grand Prix. Il avait été excellent évidemment dans ses autres victoires en Grand Prix, mais il y avait toujours eu ou un fait de course ou un abandon, Bakou, Verstappen qui s'efface devant lui avec le pneu qui explose, etc. Là, le deuxième relais, Pérez a fait quelque chose que je ne l'ai jamais vu faire, c'est-à-dire avoir le rythme de Max sur 25-30 tours. Donc pour moi hier, oui, c'est sa plus belle victoire. Et la première chose à dire, c'est qu'il a un niveau que je n'attendais pas de lui sur la course d'hier. Voilà. Ouais, impressionnant. Et moi, ce que je note, tu le disais, effectivement, c'est sur son rythme. Il y a déjà son rythme en début de course avec Fernando Alonso, où alors je sais que Brice ne sera pas d'accord, parce qu'on en a un petit peu parlé hier, avec effectivement le tracé de Jeddah, mais moi, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir un Pérez qui a fait sur les 35 tours de qualification, où le but, en fait, même dès qu'il dépasse Fernando Alonso,
j'ai eu l'impression qu'il n'était pas en lutte avec Alonso, mais avec Verstappen. Et que jusqu'à la voiture de sécurité, le plus important pour lui, c'était de construire un écart suffisamment important avec Verstappen pour ensuite l'empêcher de revenir au moment où il aura fait le travail et sera passé donc à la deuxième place. Et au moment de la safety car, je crois qu'il a 21 ou 22 secondes d'avance, ce qui est une marge plus que confortable. Et puis effectivement, derrière, il y a la voiture de sécurité. Et rebelote, il repart sur un rythme de qualif, il enchaîne les meilleurs tours, il était seul au monde. Il était seul au monde. Il a creusé un écart suffisamment important et au moment où Verstappen arrive à la deuxième position, il y a 5 secondes d'avance à peu près. Il termine la course avec 5 secondes d'avance. Et à chaque tour, soit il répondait à Max Verstappen, soit il tournait dans le chrono de Verstappen, soit il tournait un dixième plus vite. Et en fait, pour la première fois, j'ai la sensation d'avoir un Checo Pérez qui est capable de se battre. C'est un ring de boxe, c'était un combat de boxe et c'était coup pour coup. Voilà, il y en a un qui mettait une droite, l'autre il mettait un uppercut. Et c'était hyper impressionnant de voir Checo Pérez dans ce registre-là. Forcément, la question c'est de savoir est-ce qu'il pourra tenir ce rythme sur l'ensemble de la saison. Moi, je l'espère. Mais en tout cas, ça promet pour la suite. Est-ce que c'est pas le signe, Brice, que justement cette voiture elle lui convient mieux à Sergio Pérez, même si c'est un peu trop tôt peut-être pour le dire? Je pense que c'est le circuit qui lui convainc mieux pour le moment. Encore une fois, on a 2 courses, dont une où il n'était pas au niveau. Il a encore des problématiques à gérer sur ses départs, parce que déjà à Bahreïn c'était compliqué, ça a été recompliqué du côté de Jeddah, en sachant que c'est même pas le temps de réaction, il a un meilleur temps de réaction qu'Alonso au départ. Donc c'est peut-être la procédure qui lui convient pas, ou en tout cas les passages de rapport suite au départ. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est une des plus belles performances de Sergio Pérez. Et là où on va insister certainement, c'est sur le fait que à voiture égale, au moment où Max Verstappen a le champ libre, effectivement l'écart ne se comble pas. Chose qu'à mon avis, qui a surpris énormément de monde. Moi, le premier. Je pensais vraiment que Max allait dominer, ultra dominer et allait repasser devant. Maintenant, est-il le dernier rempart ? La question se pose théoriquement, mais dans la pratique, ça va dépendre de plein de paramètres. La première, effectivement, c'est la capacité de Pérez à être régulier sur la saison, chose qu'il ne nous a pas montré l'année dernière. Il nous a montré ça jusqu'à Monaco, mais après Monaco, effectivement, Red Bull a pris un virage de développement qui était très orienté vers Max Verstappen, et à partir de là, Pérez n'a pas pu s'adapter à la monoplace. Donc, ça va aussi dépendre de ça. Et combien de temps on va les laisser s'amuser ? Parce que... Est-ce qu'on va même les laisser s'amuser ? C'est la question que je vous poserai après dans un deuxième temps. C'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pérez accepte le rôle de lieutenant pour aider Max Verstappen, mais une fois que Max Verstappen n'a plus besoin d'aide, Sergio Pérez est en train de s'affirmer comme quelqu'un qui ne veut pas être uniquement second pilote. Dans les déclarations qu'il a fait hier, dans le fait qu'on ne le laisse pas se battre pour le meilleur tour, dans le fait qu'il questionne les choix les demandes de son ingénieur par rapport au temps à viser. Il demande bien si Max Verstappen a le même target ou non. Ça veut dire qu'il s'inscrit dans cette posture de dernier rempart. Pour autant, qu'on le laisse faire ça, c'est quelque chose que je ne crois absolument pas pour le moment. Non, ce sera lui d'aller le chercher. Oui. Mais c'est ce qu'on disait déjà la saison dernière. C'est qu'à un moment, il va falloir qu'il mette éventuellement même sa place chez Red Bull en danger pour aller chercher un titre mondial. Mais ça, après 2 courses, c'est impossible. On ne peut pas dire que Sergio Pérez, c'est le dernier rempart, c'est le seul rempart. Mais dans la manière de penser de Checo Pérez, il va falloir à un moment qu'il aille contre Red Bull, contre Verstappen, puisqu'aller contre Verstappen, ça allait contre Red Bull, pour se mettre en danger. Enfin, Nico Rosberg l'a fait face à Hamilton. Alors, il y a quand même une différence, c'est que Hamilton était dans une situation particulière, il a eu un manque de réussite, et il va falloir aussi que les planètes s'alignent pour Checo Pérez, qu'il y ait des pépins mécaniques chez Verstappen, que Pérez réussisse absolument tout, qu'il lui n'ait aucun problème, ce qu'a connu Rosberg en 2016. C'est pas impossible, mais il va falloir qu'il soit très très fort sur 23 courses. C'est un peu ce qui me dérange avec le cas Sergio Pérez, c'est que pour le moment, chez Red Bull, il n'a pas de course référence, et même celle-ci, sans la présence pleine et entière de Max Verstappen. Absolument. Il a toujours été le mec qui ramène la victoire quand Max ne pouvait pas la ramener jusqu'ici. Et du coup, c'est ce qu'on lui demandait. Et c'est ce qu'on lui demande toujours du côté de chez Red Bull, à savoir, la première voiture n'est pas là, la deuxième doit être présente. Elle doit gagner. Chose qui a d'ailleurs agacé Marco, c'est que Leclerc finisse devant lui au championnat du monde des pilotes l'année dernière. Maintenant, ce qu'on doit voir, c'est une course où justement Sergio Pérez bat Max Verstappen, alors que Max Verstappen n'a pas de problème. Et ça, c'est pas encore arrivé.
Il y a Monaco, mais Monaco, il me semble qu'il je me souviens plus. Il est derrière. Singapour. C'est Ferrari qui se plante. Singapour, je crois que Verstappen, il part de loin. Il a un problème de Verstappen mémoire. part loin à Singapour. Il a il me semble qu'il a eu un problème. Là, on a cette P14 due à l'arbre de transmission qui lâche. On a encore l'arbre de transmission qui fait des siennes en fin de course, qui empêche pas vraiment Max Verstappen de revenir, mais qui fige en tout cas à 6-7 tours de l'arrivée le fait qu'il ne remontera pas. Oui, il a montré un bon rythme. Et du caractère aussi. Et du caractère. Sur 25 tours. Saison, c'est 25 courses. Je prends le même chiffre, mais vous avez compris. Maintenant, Max Verstappen, c'est un des pilotes qui a gagné sur le plus quasiment de circuits possibles par rapport au nombre de victoires qu'il a. Sur 33 victoires, et je ne veux pas dire de bêtises, mais il doit avoir au moins 12 ou 13 circuits différents. Sergio Pérez, il a une typologie de circuit à l'heure actuelle. Singapour, à part Sakir. Et en plus, Sakir, c'était la track en plus. Ouais. Voilà. C'était la hauteur Dans des track. conditions qui ne se reproduisent qu'une fois tous les 100 courses. Sinon, c'est Sakir, c'est Singapour, c'est Jeddah, c'est Monaco et c'est Bakou. Donc, des circuits en ville, certes, il y en a de plus en plus, mais c'est pas un championnat en ville, c'est un championnat multiple en termes de typologie. Et il va falloir qu'il nous prouve qu'il peut être à ce rythme-là, et pas que sur un relais, c'est-à-dire sur l'ensemble des relais d'une course, plus sur les qualifications, plus sur les typologies de circuits différentes. Et en fait, là, à l'heure actuelle, on est en train de se poser la question de cette dernière rempart, mais de la même manière que Valtteri Bottas dominait Lewis Hamilton sur certains aspects. Mais la complétude, en essai libre notamment. Mais la complétude d'un champion du monde se juge sur beaucoup plus d'aspects que ce qu'on a vu là. Donc, tenir la dragée haute à max sur ce relais et ce moment-là, chapeau, on s'y attendait pas. Mais il y a encore beaucoup de chemin pour s'inscrire réellement en rempart et convaincre Red Bull que la lutte est méritoire pour lui. C'est en ça que j'y crois pas des masses effectivement pour Checo, parce que hier il y a plein de choses positives. Ce rythme qu'on n'a jamais vu sur 25 tours, tu as raison de dire qu'il n'a pas encore gagné quand Verstappen était là de A à Z, c'est vrai et c'est pour ça que j'y crois pas sur toute la saison, mais quand même hier il fait un truc qu'on l'a jamais vu faire sur ce rythme-là. Il y a l'attitude aussi. À la radio, quelque part, moi j'ai trouvé que sur la deuxième partie de course, c'était lui qui avait raison. Quelque part, Red Bull, premier, deuxième, grosse avance au constructeur. À un moment donné, il fallait peut-être penser aussi à figer les positions sur un circuit en ville où l'erreur peut vite venir. Ils avaient raison de dire on ne va pas chercher le meilleur tour. Et où l'arbre des deux voitures... La pédale est longue du côté de Pérez, il y a quelques inquiétudes. À un moment donné, il a raison de Checo de dire mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Je crois que c'est sa formulation à un moment donné. Ça, c'est très bon. Maintenant, on semble se diriger vers une saison à la Mercedes Hamilton-Rosberg, c'est-à-dire que la victoire a joué entre deux pilotes. C'est un duel constant entre les deux sur chaque week-end. Est-ce que je peux faire une comparaison à Hamilton-Verstappen dans le niveau, dans l'attitude, dans la place dans l'équipe. Est-ce que je vois Checo devenir un Rosberg ? J'avoue que pour l'instant, non. Et j'ai le sentiment que la Pervière, elle est embellie par le fait, comme tu l'as dit, que c'est un circuit en ville et qu'on est au début de saison. Rappelons-nous du début de saison dernier où il est beaucoup plus proche de Max qu'il ne va l'être à la fin. Jusqu'à Monaco. Parce que le développement va prendre une certaine tournure. Il faut se rappeler aussi de ce qu'on dit à Monaco. À Monaco, on se demande si Pérez peut jouer le championnat du monde et tout. Et j'ai pas du tout envie de retomber dans les mêmes erreurs. Ce mythe. Ouais, carrément. Pour moi, c'est du mythe. Allez, si, comme Brice l'a dit, il nous fait plusieurs courses où il part à côté de Max, voire devant, et il se bat jusqu'au bout et il arrive à le battre parfois. Là, je commencerai à réfléchir, mais j'avoue que pour l'instant, je vois pas Checo devenir un Rosberg. Saison à 22 ou 23 GP, sur une saison dans les années 2000, si on avait 16 Grands Prix, tu peux y croire. Là, c'est vrai que sur une saison à 23 Grands Prix, après, et n'oublions pas dans le comparatif que tu fais avec 2016, c'est qu'on a Hamilton qui est moins impliqué aussi, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de Max Verstappen. Et puis chez Mercedes, on avait laissé Rosberg. Et on avait laissé Rosberg. Voilà, c'est justement la question que je voulais vous poser, les gars. Regardez cette déclaration. C'était en conférence d'après-course, conférence de presse d'après-course, les deux pilotes qui se sont exprimés, qui se sont plaints du même mot. Red Bull va-t-il les laisser se battre en piste ? On a Sergio Pérez qui nous dit à 2 tours de la fin, ils m'ont dit de garder un certain rythme, ils m'ont dit que j'avais le tour le plus rapide, de ne plus attaquer. Je pensais que Max avait reçu le même message, mais vraisemblablement pas. Nous devons revoir cela parce que je n'ai pas pu pousser en piste à la fin. Ce que nous dira Christian Horner, entre parenthèses, à la fin de la course, c'est que Pérez a bien attaqué pour essayer d'aller chercher, d'améliorer son meilleur tour dans le dernier tronçon, mais que c'est raté dans le premier secteur et que du coup il a coupé son élan. Max Verstappen, là, qui a sorti un peu la sulfateuse, cela fait des jours qu'on se plaint de la transmission. J'ai eu des soucis à Bahreïn, des soucis en qualif et encore en course. On me dit qu'il n'y a rien, mais je sais quand même ressentir ce que fait ma voiture. Nous demandons
demander de ralentir, de ne pas attaquer, de ne pas viser le meilleur tour. Ce n'est pas normal. Je l'ai dit personnellement, ce qu'on m'a demandé, ça ne me va pas. Et je crois que Checo aussi souhaite pouvoir se battre. Nous allons avoir une discussion. Est-ce que Red Bull va les laisser se battre? Parce que c'est une question très importante pour tous ceux qui attendent du spectacle. Du côté de Max Verstappen, il y a la fameuse parano du champion, là. Oui, tout à fait. Raison. Mais je pense que les objectifs à l'heure actuelle des pilotes sont... Ok, on a une voiture qui est tellement performante que du coup, on veut y aller et on veut prendre ce qu'il y a à prendre. Je rappelle que Verstappen, il a roulé son frein 5 ans chez Red Bull avant de gagner un titre. Donc, à mon avis, je pense qu'il veut le rafler le plus de trucs possible. Checo, c'est pareil. Ça fait 15 ans qu'il gagnait rien en F1 et au final, maintenant, il a une voiture qui peut gagner. C'est incroyable. Et du côté de Red Bull... Parcours, tu sais, je pensais hier, 2021. Je rappelle que c'était fin 2020. Pérez C'est ça. Il est out. Fin 2020. Checo Pérez, Il il est sans volant. Ouais. Aujourd'hui, il pilote. Alors ça, c'est un autre débat, on en parlera peut-être un autre jour. Peut-être la meilleure voiture depuis 10 ans. Et pour revenir à mon propos, Pérez et Verstappen, à l'heure actuelle, je pense qu'ils n'ont pas du tout les mêmes priorités que l'équipe. Eux, à mon avis, ils veulent rafler des trucs parce qu'ils savent à quel point c'est précieux d'avoir une aire comme ça. Je pense que du côté de chez Red Bull, on est très inquiet de la fiabilité et que pour le moment, on essaye d'assurer les acquis. C'est-à-dire que quand tu as 20 secondes d'avance sur le reste, faites 1 et 2, les gars. On n'a rien à foutre du reste. Il y a 23 courses. Vous vous battrez s'il faut vous battre, mais prenez des points d'avance. Je pense qu'ils se rappellent tous des 43 points d'avance qu'avait Charles Leclerc après la 3e course et qui termine à plus de 100 points de Max Verstappen. Donc, à mon avis, là, c'est faire des 1 et 2, et derrière, on verra si on vous laisse vous battre. Surtout qu'il y a le développement qui pourrait, le manque de développement. ralentir un peu en deuxième partie, Donc là, au vu de la transmission, on a changé également le bloc-boîte de Sergio Pérez avant la course. On n'est pas serein, donc on va pas leur dire pousser, alors que pour le moment, on a besoin qu'ils ramènent les 44 points, 43 plus 1, du doublé plus du meilleur tour en course. Donc ça se comprend. Maintenant, est-ce qu'on va les laisser se battre? L'année dernière, on a une réponse claire, non. Max Verstappen est le chouchou de Red Bull, ça on le sait, mais est-ce que cette année, sachant qu'il y a visiblement et qu'il y aura visiblement une absence de concurrence, est-ce que ce qu'on a vu à Monaco, à savoir un développement orienté vers Max pour assurer le titre pilote, parce que c'est l'exploit individuel qui les motive plus que l'exploit collectif, est-ce que là, on ne va pas justement essayer de développer davantage pour les deux, pour assurer le constructeur en sachant que le pilote sera déjà acquis, et que du coup, on mettra en avant la marque Red Bull dans le côté communicatif par les batailles en piste que les deux pourront nous livrer. Voilà. Ils n'ont jamais fait 1 et 2 d'ailleurs au oui, voilà. Et maintenant qu'ils ont cette performance-là, ne peuvent-ils pas se concentrer sur la manière de s'en servir pour la marque Red Bull? Et je pense que, je ne dis pas qu'on va les laisser se battre, je dis que cette année, s'il y a une année où, à mon sens, Checo Pérez peut arriver devant le board de Red Bull et dire « Voilà les arguments qui font que vous devez me laisser me battre », je pense que c'est l'année où il a le plus de possibilités d'entendre raison. Il y a beaucoup de naïveté, je trouve, dans le propos de Checo Pérez. Quand il dit « on m'a dit que, du coup, je ne l'ai pas fait et j'étais déçu de voir Max ». Non, mais il a tenté en plus. Non, mais, alors, je sais pas si Horner dit la vérité. Moi, sur les datas, Pérez, sur le dernier tour, il est toujours en jaune. Alors, soit il sera dans le premier virage. Dans le premier, il perdrait apparemment entre 1 et 2 dixièmes dans le premier, et du coup, il coupe son effort. Ok, mais en tout cas, je trouve beaucoup de naïveté de penser que Max Verstappen n'allait pas le tenter. Enfin, c'était écrit. Verstappen, moi, de ma télévision, je le savais. Donc, toi, t'es coéquipier de Verstappen depuis 2 ans, tu dois le savoir. Je pense qu'il sait très bien que Verstappen va le tenter, mais qu'il se met dans la position du « moi, je respecte ce qu'on m'a dit ». Et je vais montrer devant les caméras que l'autre ne l'a pas fait. La discussion dans la cool room, elle est géniale parce que il essaye, on l'a dit juste avant, il essaye totalement de piéger Max en lui faisant dire le mauvais temps autour. Pour aussi, on te l'a dit que ralentir. Exactement. Comment t'as fait 31-9 ouais. Je trouve que là-dessus, ça prouve encore que l'attitude était bonne. Moi, j'ai 3 raisons qui font que j'ai envie de croire à une bataille. La première, d'optimisme. Merci Antoine. Voilà, merci. Non, mais je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Brice sur la fin de son intervention, c'est que premièrement, on risque d'être dans une configuration différente de 2021 et 2022, à savoir qu'il n'y aura pas forcément à se battre pour aller chercher et le titre pilote et le titre constructeur. Du coup, on ne va pas forcément faire des choix en ayant un numéro 2 clair qui doit se sacrifier pour le numéro 1, parce que si ça se passe comme c'est parti là, on va avoir des Red Bull qui sont 1-2 90% du temps, et donc voilà, à un moment donné, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Deuxième chose, je pense que d'un point de vue image, on sait déjà que dominer, écraser une saison, toutes les équipes rêvent d'avoir 23 victoires sur 23, mais dans le fond, tu passes un peu aussi, sur le moment, pour le méchant, l'écraseur, et
ton image, c'est paradoxal, t'y perds un peu, je pense. Et Red Bull connaît ça avec Vettel. Exactement. Et au final, ça t'abîme un peu alors que t'es le meilleur et que tu gagnes. Donc si en plus, par-dessus ça, tu viens rajouter des consignes d'équipe et interdire ton numéro 2 de jouer avec ton numéro 1 alors que t'as pas besoin de faire ça, je pense que Red Bull, il perdrait doublement et je pense qu'ils le sentent. Et troisième chose, c'est je pense qu'ils se disent, comme l'an dernier, on peut les laisser se battre parce qu'à la fin, Max va reprendre la main. Je pense qu'ils ont la confiance dans le fait que Max, naturellement, va empêcher que le duel soit trop serré et leur pose trop de problèmes. Puis, mine de rien, encore une fois, je le redis, on ne sait pas comment sera Red Bull sur la seconde partie de saison, le développement des autres équipes. Après, encore une fois, il y a Verstappen, il y a le papa de Verstappen, d'ailleurs, j'ai pas trop aimé sa non-félicitation pour Checo Pérez, mais bon. Tout le monde ne fêtait pas dans le box, en tout cas. Il a fêté avec Aston Martin et pas avec le père de Verstappen. Voilà. Juste pour refermer ce long sujet sur Red Bull, l'avis d'un expert, l'avis d'un peut-être futur consultant, Lewis Hamilton, sur la domination de Red Bull, qui nous dit « Je n'ai certainement jamais vu une voiture aussi rapide quand nous étions devant. Nous n'étions pas aussi rapides. La Red Bull est, je pense, la voiture la plus dominante que j'ai jamais vue. » Et George Russell a même rajouté aussi également conf hier, il disait je crois que cette Red Bull est encore plus dominante que ne l'était la Mercedes de 2014. Je lance pas le débat, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard dans cette saison. Deuxième enseignement, parlons de l'imbroglio autour du 100e podium de Fernando Alonso. Une affaire de pénalité qui s'est scellée dans la soirée, tard dans la nuit, heure française bien sûr. Tout a commencé par le mauvais positionnement sur la grille et cette voiture, on le verra tout à l'heure avec une illustration, un petit peu décalée sur la gauche. Moi je trouve personnellement les gars, pas parce que c'est Fernando Alonso, mais que c'est une sanction zélée parce que j'ai pas l'impression qu'il ait eu un avantage en tout cas à cette erreur, à cette mauvaise position. L'affaire de l'arrêt au stand, est-ce que la FIA ne s'est pas encore une fois ridiculisée? On rentrera dans les détails dans quelques instants. Là encore une fois, ça revient à un de tes chevals de bataille, Hamza. L'application du règlement à la lettre, on fait fi de l'esprit au grand esprit, où es-tu? Parce que je trouve que c'est ridicule du début jusqu'à la fin. Et on s'est rendu compte aussi que chez Aston Martin, il n'y a pas que la voiture qui était performante. Les services juridiques et les avocats ont aussi également très très bien travaillé pour lui permettre de récupérer ce 100e podium. Et puis Aston qui confirme, mine de rien, parce qu'on pensait qu'Aston serait en difficulté à Jeddah. Ils ont montré un gros rythme. C'était la deuxième force, en tout cas en rythme course. Et Fernando Alonso nous a dit qu'il en avait en plus gardé sous le pied en fin de course. Alonso, 100e podium, 6e, c'est le 6e plus grand nombre de podiums inscrits par un pilote dans l'histoire de la Formule 1. Voilà à peu près tous les topics, tout le topo pour parler d'Aston Martin. Par quoi vous voulez commencer? J'ai envie de dire la pénalité parce que déjà c'est de 100 podiums à 100 podiums à 100 podiums, du coup c'est triple. Oui, c'est vrai que t'as raison, c'est ça le vrai titre. Non, c'était long. Oui, c'était long, mais ça rentrait pas sur l'image. Non, mais effectivement, je me posais la même question que toi en venant ce matin, c'est de me dire, en finale, est-ce qu'on s'en fiche pas qu'il soit décalé sur la gauche de son emplacement? Évidemment, décalé trop en avance, c'est un problème, parce que tu gagnes quelque chose, quoique pas toujours, on l'a vu, mais décalé sur le côté, c'est une règle qui a changé cette année. J'avoue qu'à Bahreïn, pour Ocon, je m'étais pas posé la question, j'avais dit, bon oui, c'est le règlement, on l'applique. Mais là, hier, je me dis, Alonso, il a rien gagné au fait de se décaler. En plus, c'était la partie sale de la piste, donc c'est vraiment une erreur juste de sa part. Est-ce que vraiment prendre 5 secondes pour ça, je me pose la question. Je me demande s'il n'y a pas un problème de cellule de captation de faux départ qui doit être aligné peut-être avec un certain truc. Enfin, il y a peut-être une raison quand même électronique et importante parce que effectivement, comme le dit Antoine, il n'y a pas de gain. Non. Il n'y a pas de gain. Il est à peine orienté pour aller justement essayer de se mettre du côté de Sergio Pérez, mais à peine. Non, vraiment pas. Le à peine, il est encore, je trouve, superflu. Mais je rappelle, la ligne rouge est non officielle, c'est un montage personnel. Waouh, Master Photoshop. mais comme il n'y a pas de gain non plus sur l'arrêt au stand, excusez-moi les gars, mais on va même englober les deux. Sur l'arrêt au stand, le fait, et on va le voir peut-être avec une petite photo, le fait que le type derrière la voiture censé soulever la voiture à ce moment-là est au sol, juste le truc est connecté. Mais si le mec au moment il est pas connecté à la voiture et au moment où il le fait, il rate l'emplacement, bah en fait c'est une erreur qui peut arriver. Là, en fait, il gagne l'assurance
de ne pas se foirer. C'est comme si les mécanos, en fait, ils avaient déjà le pistolet enclenché dedans. Oui. Et ça arrive, Voilà. et ça arrive que ça grippe, et ça arrive qu'ils ratent le truc. Donc, Il gagne en soi, même il y a un plus petit que- avantage. Il y a plus d'avantages là Oui. que sur la grille de départ. En hein. fait, sur la grille de départ, il y aurait un avantage. Il y a une photo, je crois, d'un départ de Vettel en Chine qui est retombé hier sur une piste humide. Sur une piste humide, tu mets pas tes pneus sur la bande. Là, il n'y a pas de problème. Là, et en plus, lui, il était quasiment décalé de moitié. Mais là, tu te retrouves dans une situation. Moi, en fait, ça me frustre d'avoir des pénalités pour des situations qui ne sont pas dangereuses. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur un rapport de force pour essayer de... Si. J'ai l'impression, voilà, les pilotes, sur ces 2 dernières années, on était les premiers quand même à se plaindre de la chaotique saison 2021. Aujourd'hui, on ne peut pas venir de l'autre côté et dire « Ouais, mais là, ils sont trop sévères ». On peut pas jouer sur les 2 tableaux. Je te rejoins. Ça te rappelle pas la VAR au Non, football, mais il y a la règle et règles l'esprit de de la la règle. main, par exemple. Je te rejoins totalement. Mais moi, je préfère avoir une stricte application du règlement, quitte à être trop sévère, plutôt que se retrouver sur des négociations. Est-ce que tu veux partir, Alors, mais est-ce que tu veux pas laisser la place à Esteban, et puis comme ça, t'as Lewis, et puis je sais pas. Moi, je préfère avoir un règlement qui est appliqué sévèrement. Après, effectivement, ça Oui. gâche. Parce qu'on ne s'est pas posé la question sur Esteban Ocon. Pourquoi ? Parce qu'Ocon, il était derrière et Ocon, il abandonne rapidement. C'est vrai. Là, on a la pénalité de 5 secondes qui tombe alors qu'Alonso, je crois, il est encore en tête. Et puis derrière, on se Au retrouve... deuxième tour, elle tombe, je crois. C'est ça, Troisième tour. elle tombe très rapidement. Donc la frustration, elle vient de là. C'est pas parce que c'est Alonso. Si on avait un Pérez, un Leclerc, peu importe, le fait d'avoir une pénalité pour nous, derrière notre télé, stupide, sur un fait stupide, Ouais. 2 fois de suite aussi. Non, je trouve que c'est pas tant c'est ça qui me rageant. gêne. Moi, je trouve la pénalité, hier, elle est appliquée logiquement. T'as pas le droit de te décaler, Oui. il l'a fait, il est pénalisé. C'est ça, On peut exactement. discuter de si on aime ou pas la règle, mais c'est Mais il y a bien une règle. appliqué. Exactement. Par contre, moi, ce qui me gêne le plus dans tout ça, c'est 2 choses. Premièrement, le timing de la 2e pénalité, qui est donnée après l'arrivée. Pour moi, je trouve ça hallucinant parce qu'ils ont, comme l'a dit Alonso, ils ont 35 tours pour voir qu'il n'a pas le respecté et lui donner. Pour augmenter le Ce rythme qui s'il change sa faut, course, parce enfin. que si Alonso sait dès le début qu'il a 10 secondes, Bien ça sûr. se trouve, il crée 10 secondes de marge Et il le sur dit, Russell. hein. Il le Ouais. dit, c'est et on l'a n'importe vu sur quoi. les 3 derniers tours, il a mis 1 seconde parce qu'il en Exactement. avait besoin. Ouais. Et je comprends pas comment en plus la F1 qui est attachée à son image se met dans de telles situations où elle va donner le trophée à quelqu'un qu'elle sait qu'elle va pénaliser. Enfin, ça détruit absolument l'image. Et le plus gênant par-dessus ça pour moi, c'est la raison finalement de ne pas remettre la dernière pénalité et donc la raison pour laquelle on a redonné le podium à Alonso. Si on l'avait redonné parce qu'on avait mis la pénalité trop tard, j'aurais compris. Mais là, on l'a redonné parce qu'Aston a remonté des archives et a retrouvé d'autres cas où ce n'était pas pénalisé. Et du coup, je comprends pas puis- sur Mais ça c'est va changé loin. loin. En fait, touching même sur et une histoire de walking, sémantique. Pour bien expliquer Dans la tous les sémantique. faits aux C'est gens une qui nous catastrophe. regardent, qui ne savent pas pourquoi ça s'est passé comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a cette fameuse action au pit, les commissaires de course voient en effet que le préposé au cric touche la voiture. Et à ce moment-là, ils partent du La principe victoire. dans leur jugement qu'il n'y a pas de gain, en tout cas du côté de chez Aston Martin. Donc, ils ne jugent pas. Et ensuite, il y aurait eu, alors ça c'est assez flou, on ne sait pas si c'est Mercedes Bah ouais, c'est qui est ça. monté au créneau ou si c'est quelqu'un au sein de la FIA qui a rappelé ce point de règlement en expliquant qu'on ne doit pas toucher la voiture. Work, en fait, c'est Là où- derrière ce mot, Work derrière and ce mot, touching. work, Ouais. voilà, exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, c'est arrivé tard en fin de course. Et là, à ce moment-là, ils ont notifié qu'il y avait une enquête qui était ouverte. Et la défense de Aston Martin, tu l'as très bien dit, c'est il y a eu des cas par le passé. Et surtout, nous, ce qu'on a compris à travers le verbe travailler, c'est travailler sur la voiture et non pas la toucher. Non, mais ce qui Et va se c'est passer, là, en fait, où le règlement est sans doute mal écrit ce aussi. qui va se ça. passer, c'est que le règlement, dès le prochain Grand Prix, il sera changé. Ce sera plus work, mais touching. Tu n'auras plus le droit de toucher la voiture. C'est ça. On va régler tout le problème. Moi, je ne te rejoins pas. À mon avis, ils n'ont même pas vu que la voiture a été touchée. Moi, je pense. Si, ils l'ont dit. Enfin, en tout cas, dans leur communication Bah, d'après-course, dans c'est ces ce qu'ils ont cas-là, c'est expliqué. inacceptable d'avoir 30 ou 35 tours et d'attendre après la course, l'enquête tombe, pour te retrouver dans une telle situation. Moi, ce qui me gêne encore plus, alors encore une fois, là, c'est les yeux qui parlent, mes yeux qui parlent. Peut-être qu'il y a une justification réglementaire comment on vu que je n'ai pas. Bah, j'ai des lunettes, comme tu le vois. l'allais dire. Si tu vois la grille de départ, il y a un tweet d'Albert Fabrega qui me poste la photo. T'as Stroll, t'as Sargent, je crois que t'as Joe ou Bottas, qui sont aussi dans une situation où ils sont décalés. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment décalés? Est-ce qu'il y a une tolérance? Ouais, ouais. Tu sais, c'est ce qu'on veut. Tu sais, 5 ou sur le hors-jeu, 10%, il y en a qui disent bien on veut sûr. une tolérance de 20 Ouais. cm. Là, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une tolérance? Comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qui est C'est pas facile de condamnable ou viser. non? Alonso il le dit avec le halo, avec ces grosses voitures, Tu vois rien. c'est pas évident de se placer au centimètre près. Donc effectivement, la question de la tolérance, elle est un peu. Mais là-dessus, et ça vient un peu conclure tout ce que vous avez dit jusque-là, on a encore une fois un réel problème d'écriture de ce règlement. Parce que je trouve pas normal que les
les juristes des écuries soient plus forts que les juristes de la législation. C'est pas normal, en fait. On devrait pas avoir des mecs qui savent trouver des failles à ce point-là. Et très sincèrement, je trouve grave que pour des choses aussi importantes que des pénalisations, on n'ait pas trouvé un mot plus précis que work. C'est le langage anglais aussi. Alors, justement, tu vois, je voulais faire un parallèle sémantique. Je voulais faire un parallèle qui peut-être va vous paraître saugrenu, mais qui pour moi me parle, et j'espère que ça parlera à nos viewers sur certains points. Dans l'histoire, il y a énormément de pays qui ont choisi d'écrire leur constitution et leurs lois en français, parce que le français était une langue qui permettait d'éviter les imprécisions et d'être très, très juste sur les mots utilisés pour ne pas laisser de place aux interprétations. Si je dis pas de bêtises, et on m'arrêtera si la constituante allemande de la République allemande a une version française pour se référer à ça. Et plein de pays, jusqu'au 19e, se sont mis à faire ça parce que justement, ça leur permettait d'avoir des mots très riches et éviter les interprétations. Aujourd'hui, si on avait eu un mot, alors je ne vais pas faire la promotion du français là, dans cette histoire, mais work englobe plein de choses. Work englobe plein de choses. Alors que si on avait eu le choix entre intervenir et travailler, c'est ça. On n'aurait pas eu cet imbroglio hier. Alors effectivement, il y a le mot toucher. Toucher, ça va être clair maintenant. Mais alors justement, la clarification vient de tomber, les gars. L'info vient de tomber. La FIA va faire donc une clarification par rapport au cas Fernando Alonso à partir du Grand Prix d'Australie. Mais en attendant, ça prouve que le langage utilisé dans les règles laisse toujours beaucoup trop de possibilités d'interprétation. Et surtout, comme on demande à la FIA d'être efficace, sévère et juste, c'est-à-dire d'appliquer vite par rapport à une sanction. On voit ce qui s'est passé de mal, on applique. Derrière, ça crée des imbroglios qui font changer 3 fois de décision. Parce que on applique, il y a l'appel, il y a la cassation, on va dire. Et à partir de là, ce qu'on voit, c'est une instance qui se fait mettre en défaut de façon très régulière par ses administrés, on va dire. Et ça fait vraiment, évidemment, perdre du pouvoir à un sens. Ce qui est ridicule aussi, c'est que pourquoi ils ont changé d'avis entre le moment où ils ont vu l'action, ils ont vu que le préposé au cric avait touché la voiture, et derrière, cette fameuse notification, enfin, quelqu'un qui leur a dit « Attention les gars, y a une règle qui existe, et c'est une règle qui a été dealer avec les équipes. C'est-à-dire, cette règle de working touching, c'est quelque chose qui a été acté FIA écurie, si tu veux. Oui, donc, pas touching. C'est pour ça que je me demande si c'est pas Mercedes qui a fait. Enfin bon, là, c'est une théorie du complot, mais c'est à se demander. On ne sait pas qui est intervenu auprès de la direction. Du coup, on va rappeler ça. Les commissaires, en tout cas. Je pense qu'on en revient au manque d'une autorité forte qui prend une décision forte à un moment donné. Et d'un mot clair, en fait. Vraiment d'un mot clair. Même, je pense, dans leur manière de s'organiser pendant la course, de regarder les événements et tout. D'ailleurs, on ne sait toujours pas comment marche leur espèce de VAR, etc. Ce qu'ils regardent, comment ils regardent les courses, comment ils fonctionnent pour décider. Même, hein. On n'en sait rien. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'en fait, c'est des personnes qui se balancent un peu la balle pendant le Grand Prix et personne à un moment donné qui dit bon, on prend telle décision parce que moi, je lis le règlement comme ça et que je suis le chef de tout le monde. Peut-être que les équipes en auront une autre interprétation, mais nous, sur la base de ce qu'on a écrit, on peut l'interpréter comme ça et on va l'interpréter comme ça parce qu'on est l'instance. Et ça, la FIA le fait jamais. C'est toujours du oui mais non et du coup, ça laisse la place à des juristes plus forts qui viennent intervenir, si je peux dire, touching le règlement et qui viennent prendre la place. Mais ce qui est fou, c'est que la règle est établie entre la FIA et les écuries, et même les écuries apparemment ne l'avaient pas compris. En tout cas, Aston Martin ne l'avait pas compris. Non, mais ils font genre. Oui, bien sûr, ça peut être une posture aussi. La naïveté, en ce moment-là, c'est comme les écopes de frein de Racing Point. Complètement. Ah, on avait mal lu ou c'était pas compréhensible. Ouais. De toute façon, au troisième enseignement, les gars, le temps, malheureusement, file vite. Si tu veux, il faut faire très rapidement, les gars. On est à 40 minutes d'émission. On fait 2 enseignements. Très rapidement. Écoute, Fernando Alonso. Il est très rapide, voilà. Non, mais il fait une première partie de course là aussi où il sait que le plus important, c'est de rester dans la zone DRS de Checo Pérez. Il le fait pendant 10 tours. C'est ce qui lui permet de construire un écart suffisamment important. Il estime avoir le deuxième rythme. Et on l'a vu, il a contrôlé totalement les Mercedes. On a l'impression qu'effectivement, on l'a vu avec la fin de course sur Russell, quand il devait construire l'écart, il l'a fait. Encore une fois, la course d'Alonso, elle est très, je vais pas dire parfaite,
Mais presque, quoi. Quasiment. Enfin, il en garde sous le pied à la fin. Il le dit même. C'est ce il qu'il se dit. plaint lorsqu'il prend justement cette pénalité au début. Il dit si on m'avait prévenu que je risquais une pénalité de 10 secondes, j'aurais pu faire le gap. Quoi. Ah, lui aussi, il faisait des tours qualif, quoi. Hâte de voir quand même une vraie course complète de Stroll à 100% de ses moyens à côté d'Alonso pour voir le niveau de l'Aston Martin / la surperformance d'Alonso. Parce que pour le moment, on est un peu frustré de ça. Il fait un début de course très consistant. Et dépassement magnifique sur Carlos. Et puis après, ils prennent un overcut par les Ferrari. On n'a pas tout vu encore. Donc j'aimerais bien qu'on voit ce décalage-là pour sublimer Alonso ou non. Une petite phrase qui est tombée de sa compagne. Fin de carrière, peut-être fin 2024. C'est ce que j'ai lu. Mais moi, j'y crois pas. Perso, j'y crois pas trop. C'est beaucoup trop tôt pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Et après, il y a un problème qui s'appelle l'espérance de vie, mon pote. Avec Alonso. Oh, il est plus in shape que nous 4 réunis autant sur le plateau. Pas compliqué en même temps. C'est quelque chose. Troisième enseignement, parlons de Mercedes, les amis. Parlons de Lewis Hamilton. On a beaucoup entendu parler des soucis de Mercedes entre les deux Grands Prix. Un après-Bahreïn électrique. Hamilton qui est sorti du silence. L'équipe ne l'aurait pas assez écouté. Et Hamilton qui envoie un tir à son équipe. Très honnêtement, on ne l'avait quasiment jamais vu, en tout cas dans sa carrière. Il y a eu le mea culpa depuis de Toto Wolff. L'annonce aussi également d'une version B, on l'imagine en tout cas arriver d'ici le Grand Prix d'Imola. Et puis James Allison aussi également qui a été rappelé en catastrophe, lui qui était parti sur un projet voile avec Ineos pour dessiner justement cette version B. Et puis finalement, à l'arrivée de cette course, les gars, il y a ce sentiment que, est-ce que Mercedes n'était pas mieux que prévu ? Ça avait l'air d'être la troisième force en rythme de course. Il l'a dit, Toto Wolff et George Russell insistaient là-dessus. Ils ont même un peu trop géré les pneus, étaient un peu trop conservateurs. Ils avaient la possibilité d'attaquer un petit peu plus. On rappelle qu'Hamilton n'a pas fait les bons réglages, pas choisi la bonne stratégie aussi également avec ce premier relais en dur. Et malgré tout, malgré la safety car, il termine quand même à 25 et 30 secondes des Red Bull. Mercedes, sur quoi vous voulez commencer d'ailleurs, Lewis Hamilton ou Mercedes ? De quoi on parle en vrai vraiment ? Moi je crois que les deux sont profondément liés parce que ce qui rend Lewis Hamilton un peu électrique vis-à-vis de son équipe, c'est le fait qu'il n'ait pas la voiture pour se battre aux avant-postes et que ça découle d'un choix au début de l'ère technique 2022 qui a été différent de celui des autres et sur lequel on n'a pas vraiment su s'il fallait revenir dessus rapidement ou pas. Il semblerait maintenant qu'on ait acté le fait qu'on va faire une version plus classique de la voiture. Mais je pense que c'est un petit peu tard dans le sens où la rupture entre Mercedes et Hamilton, elle a déjà un peu eu lieu et qu'Hamilton maintenant ne va retrouver son mojo, j'ai envie de dire, que lorsqu'il ressentira la voiture. Pour moi, la déclat la plus importante du week-end, c'est entre la qualif et la course où il dit qu'il se sent déconnecté de la voiture. Ouais. Pour moi, ça veut tout dire. Alors, il sauve les meubles en course parce que c'est un racer et que quand il est là, dans la course, c'est toujours plus motivant. Mais ça se voit en qualif qu'il ne fait pas confiance à cette voiture. Pour moi, il est là le gros souci chez Mercedes aujourd'hui, c'est que ce manque de perf et ce temps perdu à peut-être faire trop confiance aux data. Ils ont dit aussi que la victoire au Brésil l'an dernier, ça avait été un peu un trompe-l'œil pour eux. Ce temps perdu a un peu fait déconnecter Hamilton, qui lui n'en a plus beaucoup du temps. Alors, comme Alonso, il pourra continuer très tard, ça se trouve, mais je pense qu'il sait que là, c'est maintenant, s'il veut jouer quelque chose. Et Mercedes ne peut plus lui offrir. Donc, il y a ce décalage qui se crée, et je pense que c'est ça qu'il faut surveiller. Et de l'autre côté du garage, on a un Russell que je trouve parfait dans son rôle, à la fois sur la piste, il est irréprochable, et je trouve qu'il a toujours le bon mot, la bonne phrase, la bonne intonation, pour jamais dire que c'est son équipe, mais je pense qu'il a pris un certain lead depuis l'an dernier, parce que lui, il va jamais critiquer ouvertement son équipe. Il en a aussi pas le besoin, parce qu'il n'a pas le même âge, il n'a pas le même statut, il n'a pas gagné le même nombre de Grands Prix, le même nombre de titres, mais il est plus fin, et je pense qu'actuellement, avec une équipe qui est en plein doute, son approche plus fine lui fait marquer beaucoup de points. Hamilton, il n'a pas envie d'être fin dans la communication. On l'a vu l'après-course sur la F1 TV, dans l'émission Post-Race Show. On lui pose la deuxième question, est-ce que ça te fait plaisir de voir Russell, qui à ce moment-là était sur le podium, donc sur le podium ? Il dit, ouais, ça ne me concerne pas, c'est bien pour l'équipe. Je reviens sur ce que tu disais. Bien le team spirit, c'est bien pour l'équipe, mais ça ne me concerne pas. Tu vois, je reviens sur ce que tu disais. Sur la confiance, il n'a pas confiance en la voiture, il n'y a pas pire pour un pilote. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas pire pour un pilote. Je ne vais même pas revenir sur le passif Lewis Hamilton, septuple champion du monde, qui du coup se retrouve, on a déjà fait, alors certains diront que c'est de la psychologie de comptoir, ce qu'on disait la saison dernière, que la chute est brutale, mais effectivement, la saison, elle semble, en tout cas, enfin, elle démarre très très mal pour lui. Peut-être que ce sera compliqué de rester comme ça jusqu'à la fin de la saison. Il y aura certainement de la frustration si Russell parvient encore à mieux négocier les Grands Prix, à mieux gérer cette monoplace que lui. Après, sur la course de Mercedes, c'est ce qu'on disait la saison dernière.
On a l'impression qu'ils sont à la rue et finalement, ils sauvent les meubles en faisant 4 et 5. Ils terminent pas si loin. Alors, Fernando Alonso, on l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'il a aussi baissé de rythme en fin de course. Voilà, il y a des sources d'inquiétude, mais en même temps, il continue de marquer des gros points. Moi, j'ai vu le dépassement, je crois, ou non, Russell, Verstappen qui dépasse Russell, et Russell sur la ligne droite qui a le DRS pour essayer d'attraper Verstappen. Mercedes, DRS ouvert, c'est la vitesse de pointe de Verstappen, DRS fermé. Donc voilà, il y a encore pas mal de sources d'inquiétude, mais je ne sais pas quel est le plus inquiétant aujourd'hui entre la performance de la voiture et l'ambiance. Moi, je vais te répondre. Je pense que c'est l'ambiance, parce que la performance de la voiture, je pense qu'ils ont un cap pour essayer de s'en débarrasser. Ils savent qu'ils vont changer de concept. Ils étaient plus optimisés. Ils travaillent dessus, donc là-dessus, ils ont un cap. Sur l'ambiance, il n'y a pas de cap. Sur l'ambiance, on a une problématique qui est le fait que ton pilote que tu payes 50 patates par an, aujourd'hui, est démotivé, non pas par le sport, mais par le fait qu'on ne l'écoute pas, qu'on a fait des choix cet hiver qui ne sont pas ceux du retour piste, mais ceux des ordinateurs. Comme l'a dit Antoine, je pense que la victoire au Brésil a redonné confiance à Mercedes dans ce concept sans ponton, et ils se sont dit, c'est bon, on est en train de trouver le truc. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que Red Bull avait encore 50% de marge d'amélioration, et que concrètement, l'optimum du concept sans ponton, il serait rapidement atteint et il ne satisferait pas les ambitions de Mercedes. Donc, et en plus de ça, tu as un George Russell qui, lui, fait ce qu'on lui demande et est dans le team spirit. Donc tu as un isolement de Lewis Hamilton là-dessus. S'il ne retrouve pas cette volonté de travailler de façon concrète et concomitante avec ses ingénieurs qu'il a taillés, avec son board, avec qui on sait que là pour le moment l'ambiance est plutôt fraîchouille, s'il ne retrouve pas ça, ça va être compliqué de développer la nouvelle monoplace qui potentiellement, et on l'a vu avec Aston Martin à Barcelone l'année dernière, pourra regagner dans peut-être 8-10 mois et du coup être très importante. Quid à la fin de saison si Lewis Hamilton continue d'être démotivé ou manquer de confiance à ce niveau-là? Quid d'une resignature, non pas de sa part à lui, mais de la part de Toto Wolff? Ouais. Il va falloir. J'ai peur que ça se vexe d'un côté ou de l'autre. Ouais, et il manque, on en parlera certainement après, mais il manque le liant entre le pilote, son comportement et l'écurie, la philosophie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'écoute, on a l'impression, entre les deux parties. Je pense qu'Hamilton se sent encore dans la manipulation de 2021, plus le fait on ne m'écoute pas il l'a dit, au moment de créer la voiture 2023. Donc, si tu rajoutes à ça le manque de confiance dans la voiture qui, psychologiquement, dans des rues comme celle de Jeddah, ça devient ce n'est plus Lewis Hamilton, c'est un Lewis Hamilton qui fait tout pour pas la cracher. Mais en soi, c'est plus Lewis Hamilton qu'on a vu à Singapour en 2017, qui fait corps avec sa voiture et qui l'emmène sur des rails jusqu'au millimètre des murs. Ça, tu pilotes au Ricard, c'est pas la même chose que de piloter à Jeddah ou à Singapour. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'agace, c'est d'entendre que les pilotes ne sont pas écoutés. Là, tout à l'heure, j'en rigolais, quand Verstappen, pendant la course, il te dit « Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas », et que sur le muret, on lui dit « Non, mais tout va bien ». Il y a un pilote, il ressent, il connaît mieux la voiture, pour ces pilotes d'exception, que les ingénieurs de course. Moi, je ne comprends pas comment on ne prenne pas en considération le ressenti du pilote. Ça a été pris en considération. Ils l'écoutent et ils lui disent « Ok, stand-by, on est en train de checker ». Et après, ils lui disent « Nous, on ne voit rien ». Là, je te parle d'Hamilton plus globalement. Oui, c'était sur le cas. Après, est-ce qu'une institution comme Mercedes ne fait pas plus confiance à ses ingénieurs qu'à son pilote vedette? Mais ça a toujours été le cas. Bottas, il le disait la saison dernière ou il y a 2 ans. Est-ce que c'est pas normal quelque part? Le pilote arrive en bout de chaîne, même si le ressenti du pilote est très important. Jean-Luc Roy nous a expliqué il y a 15 jours ce fameux ressenti du fessier, que tout se passe dans le derrière et que ça permet, et les pilotes à l'ancienne, avec l'instinct, avec le ressenti, permettaient justement de donner des informations. Si on écoute les ordinateurs, on est encore en train d'attendre la chute de performance des pneumatiques de Red Bull au Mexique 2022. Mais qui a construit les voitures à gagner? Qui a construit les voitures à gagner de Mercedes? C'est Mercedes, mais parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Là aujourd'hui, quand il y a la concurrence et qu'il faut aller chercher le petit dixième, les 2 petits dixièmes qui vont faire la différence, il va falloir écouter le pilote, parce que c'est le pilote qui va aller les chercher. Ça vous rappelle pas Esteban Ocon qui disait il y a un problème sur mon châssis, il y a un problème sur mon châssis, ça, et puis qu'au bout d'un moment,
première mais non, fois, ils l'ont c'était changé. vrai. Non, la première fois, oui, c'était la deuxième vrai. fois, c'est de La deuxième l'apparemment. fois, c'est l'apparemment. Et justement, Au c'est Grand Prix de un France exemple 2022. typique où, à mon avis, les ingénieurs doivent prendre en compte ça, mais ne pas s'en faire parole d'évangile. Mais en attendant, quand Grosjean il disait remettez-moi le package de Melbourne, remettez-moi le package de Melbourne, remettez-moi le package de Melbourne, et qu'ils lui ont remis et qu'à Spa il commence à performer. Ouais. En fait, il y a une juste balance parce que le pilote, ce qu'il ressent, c'est pas forcément la vérité de la perf. C'est ce qu'il ressent. Les pilotes ont des pilotages tous différents et en l'occurrence, l'adaptation de ce pilotage à la monoplace peut faire ressentir des choses qui ne sont pas celles qui tendent vers la performance de la monoplace. Donc, il y a un juste milieu à trouver entre l'écoute du feedback du pilote. Il y a des feedbacks aussi qui sont plus qualitatifs et plus complets que d'autres. Mais là, il n'y a pas de juste milieu. J'ai l'impression à écouter Hamilton, on est sur du 90-10. Ouais, ouais. Ou du Oui, 80-20. mais attends, est-ce que pendant 7 ans, ils l'ont pas écouté énormément aussi? Mais C'est-à-dire que c'est ce que je viens de te dire. là- Pendant 7 ans, tu avais une performance il y avait un écart de performance tellement important Bien sûr. qu'en fait, il n'y avait même pas besoin ni d'écouter l'un ni d'écouter l'autre. Tout le monde gagnait, tout le monde Mais était attends, content. attends, Mais aujourd'hui, encore une fois, pour aller chercher le petit dixième, c'est le pilote qui le fera, c'est pas la machine. Mais le désaccord qu'il y a entre Mercedes et Hamilton à l'heure actuelle, Mercedes, je pense, est capable d'entendre Hamilton, mais Hamilton n'est pas capable d'entendre Mercedes parce qu'Hamilton se dit c'est moi qui ai le cul dans la voiture. Mais il a Pour perdu confiance. Mais bien sûr, mais pour regardez, autant, Hamilton peut se regardez tromper, ces pardon. déclarations, elle est très intéressante. Ça va donner peut-être aussi un peu plus d'explications sur pourquoi Russell l'a dominé, notamment en course hier. Très ironique, Lewis Hamilton qui dit « C'est d'excellents points pour l'équipe. George a été incroyable. J'ai gagné des positions par rapport aux qualifications et je suis vraiment reconnaissant d'être passé de la 7e à la 5e place. C'est bien, non ?» L'ironie totale. Hein. Pour les réglages, j'ai choisi une voie et il a choisi l'autre. Et le plus souvent, la voie qu'il a empruntée par le passé était la mauvaise. Mais cela a fonctionné cette fois. C'est marrant aussi ça, non? Je ne pouvais pas égaler son rythme, alors plutôt que de tenter d'être plus rapide et tout foutre en l'air, je travaillerai dur pour m'assurer que nous serons dans une meilleure position le week-end prochain. Excellent jeu d'acteur. là Ouais, aussi. bravo. Ouais. Et moi, je Mais trouve que ils s'y mettent depuis quelques temps là. Prends les cours de théâtre. Ouais, ça se voit. dans cette déclat, pour moi, on lit que on a compris quelle va être la saison de Mercedes jusqu'à l'introduction de la voiture B. C'est-à-dire qu'ils ne toucheront pas Red Bull et ils vont réussir, comme d'hab, à maximiser un max de points. Ils sont deuxième du général ex aequo, ça paraît impossible. Ok, mais il y a deux choses sur lesquelles la saison de Mercedes va jouer pour moi. La première, c'est que va-t-il se passer en interne d'ici à l'introduction de cette voiture B? Est-ce que si Hamilton continue à faire ses propos, il va pas de 1 saouler un peu de monde en interne chez Mercedes? On va lui dire t'es gentil, mais nous on y arrive très bien avec une autre voiture. Très arrête, bien. Tu vois, enfin, mieux en tout cas pour l'instant. Et deuxièmement, est-ce qu'Hamilton, lui, de son côté, va pas se démotiver? Donc pour moi, là où va jouer la saison de Mercedes, c'est à l'introduction de la voiture B, clairement, parce que déjà en termes de performance, on va voir. Mais c'est surtout le moment que je vais regarder du côté d'Hamilton pour voir s'il arrive à recliquer avec la voiture, avec l'équipe, avec son envie. Parce que ça peut prendre une tournure assez dramatique sur la fin de saison si jamais il sent qu'il n'a plus ce dont il a besoin. Justement, Brice, t'en as parlé de la relation Lewis Hamilton-Mercedes qui a marché par le passé, aidé par un grand homme, ce qui ne marche plus aujourd'hui, peut-être l'absence de ce grand homme. C'était hier dans Pole Position sur Winamax TV. Il y a 3 phases importantes dans la carrière de Lewis Hamilton avec Mercedes, pour moi. 1, la signature. 2, le titre perdu face à Rosberg. Oui. Et 3, le titre perdu à Abu Dhabi. Qui coïncide avec le départ de Bottas. Excuse-moi, parce que c'est important, il en a reparlé cette semaine notamment. Le défi Mercedes, il faut des sacrés coronets pour les rejoindre en sachant qu'ils quittent une écurie qui est multiple championne du monde, qui est en train de tomber mais on s'en rend pas compte, et une autre qui est en train de se construire et on s'en rend pas compte. Donc il fait le bon choix. 2016, il fait des erreurs, il perd le titre, et 2017, on voit un Lewis Hamilton plus fort que jamais. 2021, il ne se relève pas, la voiture ne se relève pas non plus. Quel est le fait manquant en 2021 par rapport à 2013 et 2016 dans ces deux gros moments de carrière chez Mercedes? À mon sens, peut-être certains diront que c'est de la spéculation de comptoir, c'est Niki Lauda. Bien sûr. L'amitié, la présence, le paternalisme et surtout en fait le sang-froid dans la prise de décision de Niki Lauda vis-à-vis de Lewis Hamilton, puisque c'était le seul quand même dans cette écurie à lui dire « là tu fais de la merde ». Ouais, c'est vrai. Un mec qui est quand même considéré dans le paddock comme le gars qui a le plus d'aura, qu'il ne faut pas souffler dans les bronches, quoi que ce soit. Niki Lauda, il allait voir Lewis Hamilton en lui disant « tu n'es rien, tu dois construire avec nous, tu dois faire ci, ça, ça ». Et il lui disait les choses. Et il C'est un des l'écoutait. rares- Et il oui, l'écoutait. et c'est un des rares qui avait le potentiel pour faire ça. Quand je vois comment Niki Lauda a taillé, passé du temps avec Lewis Hamilton en fin 2016 en lui expliquant que c'est pas Rosberg qui avait perdu le titre,
qui avait gagné le titre, c'est lui qui l'avait perdu parce qu'il n'était plus un pilote de Formule 1 cette année-là, qu'il l'a piqué, mis en rage pour qu'en 2017, Bottas, je suis désolé, se fasse souiller totalement. Je pense qu'aujourd'hui, une personnalité de la trempe de Niki Lauda manque chez Mercedes pour créer ce ciment-là. Et à mon sens, c'est pas pour rien aujourd'hui aussi que Red Bull fonctionne, c'est parce qu'à côté d'Horner, à côté de Verstappen, il y a Marco. Il est bon ce Brésilien, moi il me régale. Ouais. Voilà, il m'a apaisé là, tu vois, j'étais un peu énervé, ça m'a apaisé. Un homme éclairé, des propos éclairés. Exactement. Et tout de suite, on y voit plus clair grâce à lui. C'est 50 balles à demi-heure. Les amis, si vous voulez revoir cette émission, gros sujet qui a duré 35-40 minutes sur Hamilton et Mercedes. Pole position, Winamax TV. La vignette fait un petit peu peur, surtout les faciès, mais vous inquiétez pas, le propos, bien sûr. Il est moins bon en photo quand. Exactement. Je préfère ça que l'inverse. ça aurait été problématique. Très rapidement, toujours, quatrième enseignement, McLaren. Est-ce la pire équipe de ce début de saison 2023 ? Pas de rythme et pas de chance. Décidément, il n'y a rien qui va. L'aileron de Piastri qui a été abîmé au virage 2 par Gasly. Norris qui a été percuté par les débris de Piastri dans la foulée. Piastri, c'est le correcteur, à mon avis, qui m'a fait des soucis. C'est la dernière équipe au classement des constructeurs. C'est quand même une information importante. Norris, ultra inquiétant. Je pense qu'il mérite un débat qui sera d'ailleurs, je pense, un procès dans quelques 2 semaines si ça continue comme ça. C'est le 3e meilleur pilote de l'histoire de McLaren. C'était pour penser que je disais ça. L'erreur de débutant, bien sûr, en Q1. Avant-dernier, resté bloqué derrière Sargent aussi, également une bonne partie de la course. Et puis Piastri, quand même, mine de rien, ça a été consistant ce week-end. Première Q3 en carrière. Et surtout, ce long relais de 49 tours sur les pneus durs en course qui, je sais, t'a impressionné, mon cher Hamza. Ouais, on commence par qui ? On commence par Piastri. On va être d'abord positif. Je préviens, Hamza est en orange, il est chaud. Première. Non, mais déjà, la qualification en Q3, pour moi, c'est une vraie surprise. Oscar Piastri, tu te retrouves dans une situation où il y a une voiture, c'est une épave. Le tour est ouf. Et j'avais des doutes, surtout que là, tu arrives à Jeddah, qui est forcément un circuit. Tous les circuits en ville sont particuliers. Tu connais pas encore bien ta monoplace. Tu vas pondre un tour qui te qualifie en Q3. Franchement, chapeau, j'ai été impressionné. Derrière, effectivement, il y a ce très très long relais de 49 tours, donc 98% du Grand Prix en dur. Il aurait peut-être pu s'arrêter lors de la voiture de sécurité pour tenter de finir en médium ou peu importe. Non, il est resté avec ses pneumatiques dures. C'est rageant de ne pas savoir ce qu'aurait donné sa course s'il n'y avait pas eu cet accrochage avec Gasly au deuxième virage. Maintenant, je pense qu'on aura la possibilité de voir... sur la suite de la saison, tu te retrouves avec un pilote qui a aussi acquis de l'expérience avec cette course, puisqu'on rappelle à Bahreïn, il n'a pas fini la course. C'est plutôt prometteur. Et puis après, il y a Norris. Norris, alors ça fait que 2 courses, mais je le dis quand même, il est dernier du championnat du monde pilote. Par balle. C'est fou. Lando Norris, il fait une erreur. Moi, alors je suis pas pilote, mais je ne comprends pas qu'on puisse faire une erreur pareille à l'intérieur du dernier virage. Enfin, que tu ailles toucher comme Verstappen en qualif il y a 2 ans, que tu ailles toucher l'extérieur, je veux bien l'entendre. Mais là, il te faut des lunettes. Je sais pas, avec tout le respect que j'ai pour lui, encore une fois, c'est un pilote et tout. Confiance avec la voiture. Attends, Il n'y a pas de confiance. Si tu perds l'arrière, l'avant part aussi. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il perde l'arrière. Et puis au-delà de ça, encore une fois, son début de saison. Enfin, excuse-moi, il se bat avec Piastri et Sargent. Il termine derrière les 2 rookies. Il termine avant-dernier, puisque Bottas il termine à un tour, mais Bottas il était nulle part. Il termine avant-dernier de la course. Et il a peut-être le même syndrome que Lewis Hamilton à moindre échelle. C'est-à-dire qu'il pilote une voiture qui est plus compliquée que jamais il a eu à piloter. Peut-être qu'il était... je trouve qu'il a beaucoup de sympathie, beaucoup de... je sais de pas. crédit, tu veux dire ? De sympathie déjà. Oui. Parce qu'il fait partie de la génération Leclerc-Verstappen. Oui, il a du crédit, oui. Oui, et puis le crédit... Il y en a d'autres sur qui on serait tombé avant. Mais... Si on fait juste le point sur Lando Norris, je me souviens quand on avait reçu Julien Febvreau dans l'émission, on m'avait taillé pour avoir dit c'est quoi le problème Lando Norris parce qu'en gros personne ne voyait pourquoi il y avait un problème Lando Norris. Moi, j'ai l'impression que ce pilote est bourré de talent, mais vraiment qu'il est justement dans cette génération dorée et qu'on le reconnaît pour ça. Mais que très sincèrement, je pense qu'il est encore très fragile psychologiquement. Ça, c'est vrai. Quand tu vois Spa et Monza, Sochi 2021, Spa, il la fout dans le mur alors qu'il aurait dû gagner la course du coup, s'il avait fait la pole. Mais il la fout dans le mur, il était le plus rapide. Monza, il se fait battre par Ricciardo qui est aux fraises, qui sucre les fraises. On le laisse pas se battre aussi avec Ricciardo. Oui, voilà. Mais derrière, donc, le deuxième down,
Sochi, il fait un choix en âme et conscience qu'il le met dans le mur. Tiens, le ressenti pilote, tu vois. Non, mais là, c'est pas un ressenti par Non, rapport à la écoutez, voiture, pilote. c'est par rapport à la météo, les radars météo. Ah, Stroll avait fait le même ressenti pilote éclaté à ce moment-là. Et à partir de là, alors certes l'année dernière il a poussé la voiture à des moments et tout, c'est vrai, mais en attendant, quand les phases sont plus difficiles, ça se voit chez Lando Norris, je trouve. Quand les choses vont bien, c'est un mec qui est capable de te sortir un podium quand la voiture n'est pas capable de faire podium. Pour autant, quand les choses vont moins bien, j'ai le sentiment qu'il est plus difficile pour lui de se mettre à 120% et de rester concentré sur l'ensemble d'un week-end de course. Effectivement, c'est une erreur de concentration. De la même manière que, comme ça au moins on va essayer de temporiser, Hülkenberg fait une erreur de concentration en tapant le mur bêtement à la fin de la ligne droite. Il ne va pas provoquer. Bah si, mais c'est pour essayer de lui dire qu'il n'y a pas Lando Norris qui fait des erreurs bêtes à des moments. Ouais, non, mais c'est pas grave. Après, si le début de saison il est brillant, je rappelle quand même qu'à Bahreïn, il se qualifie en Q2 en faisant le même temps que Sergeant. On n'a jamais fait de débat sur Norris et je pense qu'on prendra le temps. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est censé être le leader d'une écurie comme McLaren, Mercedes en motorisation. Ça reste quand même la 2e ou 3e écurie la plus titrée de l'histoire de la Formule 1, et c'est lui qu'on a mis comme leader, avec comme philosophie de faire exactement ce qu'on avait fait avec Lewis Hamilton en 2007. On est quand même, je trouve, assez loin d'avoir quelqu'un qui lead l'écurie sur un feedback technique, sur une direction à emmener, et qui peut justement être le point d'appui d'un rookie talentueux tel qu'Oscar Piastri. Je trouve que le constat après 5 saisons de F1, si certes la voiture n'est pas non plus au niveau des attentes et du talent de Lando Norris, et ça c'est vrai, Lando Norris n'a pas non plus prouvé de façon long-termiste, et pas sur des coups d'éclat réguliers, qu'il pouvait leader cette écurie vers un potentiel retour au sommet. C'est ça, moi, que je reproche à la rigueur à Lando Norris et au choix McLaren de peut-être s'être fondé sur un cheval qui manquait certainement un petit peu de mordant pour diriger cette écurie, à mon sens. Je partage pas tout à fait l'avis sur l'inquiétude de Lando Norris 2023, mais c'est vrai que je te rejoins sur le côté où il lui manque des choses pour prouver qu'il peut être plus qu'un pilote talentueux. Ça, c'est vrai, à la fois sur le côté faiblesse mentale. D'ailleurs, moi, Lando Norris, c'est un personnage que j'ai beaucoup de mal à cerner. Je trouve que souvent, quand il fait du second degré, c'est du 1,5 degré, j'arrive pas trop à savoir ce qu'il veut nous faire. Chose. Ah bon Non, c'est vrai. Non, mais c'est la vérité. Mais non, mais attends, la sortie dans. Attends, on va pas faire un débat là-dessus. Non, j'étais pas prêt. Mais non, mais la sortie dans Drive to Survive sur Ricardo, c'était ta claque. Quoi. Il fait. On y va, l'opinion, hein. Non, mais c'est vrai. Donc voilà. Donc pour Lando Norris, sur ce début de saison, pour l'instant, je vais mettre de côté. Peut-être que je me réaliserai plus tard qu'il y a un vrai souci. Mais Bahreïn, sa course, je vais pas la juger parce qu'il y a ses multiples soucis. Là, il tape sa première sortie en Q3, en Q1 depuis 2018, je crois. Bref, pour l'instant, Lando Norris, je vais laisser un peu de côté. Mais pour revenir sur McLaren, pas de rythme. Moi, j'avoue que je me pose la question parce que Bahreïn, il leur tombe un truc comme chaque année en début de saison à Bahreïn, aux essais hivernaux. Ils sont nulle part, ils ont des soucis, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Là, la voiture est totalement différente. On voit lors des essais quand même que sur le rythme, sur les relais, même au niveau des temps purs, il y a quelque chose à faire. La preuve, Piastri atteint la Q3. Mais derrière, voilà, pas de chance, oui, parce que il y a cet aileron avant qui s'en va au début, donc la course à partir de là, elle est morte. Mais en même temps, pas de chance, oui, mais ils provoquent leur malchance aussi dans le sens où ils se mettent tout le temps dans des soucis qui, moi, me font souvent dire que cette équipe n'est pas assez pro. Les problèmes de frein qui reviennent sans cesse, des fois, ça c'est grave. Ça fait 2 ans que c'est pas réglé, quoi. J'ai mal à savoir. Donc McLaren, je pense que le rythme n'est pas si catastrophique que la position au championnat. Je pense que concrètement, si Norris touche pas le mur, lui aussi atteint la Q3, il y a des points à l'arrivée. On est peut-être plus proche d'Alpine, de la Magnussen, je pense. Non, Hülkenberg, il fait 11. Magnussen qui fait 10. Donc moi, je pense que voilà, dans l'idée, McLaren vaut mieux que se battre avec les Williams. Les Williams ont une vitesse de pointe folle. Ils se sont retrouvés bloqués un peu derrière, etc. Ok. Oui, parce que il faut être moins alarmiste que ce qu'on a vu. Jeddah. Et l'exemple même, ça a été Max Verstappen en 14e place. Max Verstappen a mis 10 tours à dépasser les As. Oui. Donc, c'est pas parce que... 6. Train DRS. Ouais. Il a pris les deux dans le même tour, d'ailleurs. Non, mais on parle de la voiture qui met 1 seconde 5 à tout le monde. Donc, que les McLaren soient en fond de peloton parce que Norris part derrière et que Piastri casse son aileron, au final... Le rythme des McLaren ne veut pas dire qu'elles sont dernière force et qu'elles sont 17 et 18. Juste que là, c'était difficile de remonter, même avec un écart de performance. Si elles étaient parties 9 et 10 et qu'il n'y avait pas eu de problématique comme Oscar Piastri, peut-être qu'elles seraient restées dans les points. On ne le sait pas. C'est ce que je Donc pour le moment, la voiture est un flop parce qu'elle doit jouer la 4e place du championnat et que là, à la régulière, elle ne la joue pas. Et elle veut jouer les victoires en 2024.
Ouais, bon, on en est loin. Mais on est pas dernière force non plus. Là, par contre, il faut qu'on ait une stratégie claire de développement et un stop sur l'opacité. Parce que dire, on a foiré la voiture, c'est une chose. Pas donner de solution et de plan pour reconstruire. À un moment donné, les actionnaires, il y a une écurie quand même qui est forte derrière, une marque forte derrière. McLaren, il ne faut pas que ça tombe en délitement. C'est une des écuries qui a été le plus devant pendant un nombre d'années. On va dire, quoi, McLaren, c'est 35 ans de top team en soi. Facile, c'est 75 2010. Donc, c'est quand même gros comme écurie. Là, ça fait quand même 15 ans qu'ils n'ont pas eu une monoplace pour jouer une victoire, si ce n'est Monza 2021, qui est une anomalie dans la matrice, tel Pastor Maldonado à Barcelone 2012. Mais sinon, il va falloir effectivement avoir une vraie strate de développement qui ne s'arrête pas au plafond de verre. C'est un petit peu aussi ce qu'on peut dire pour Alpine. Évolution attendue à Bakou. Juste pour revenir très rapidement sur Lando Norris, attention au syndrome Vettel. mais attention au syndrome Vettel-Red Bull. Tu sais, quand Vettel est chez Red Bull, 2010-2013, il est champion. 2014, changement de réglementation. T'as Ricciardo qui le tape. Oui, c'est vrai. Là, si Piastri, il tape Norris sur l'ensemble de la saison, comment tu gères les deux ? Tu te retrouves dans une... Et d'ailleurs, petite pensée pour Daniel Ricciardo, qui a pris 20 millions pour regarder McLaren se battre pour les dernières places. Exactement, il doit être bien. Qu'est-ce qu'on avait entendu aussi sur lui ? Enfin, un bon choix de carrière. Exactement, peut-être. Peut-être. Influenceur Red Bull, c'est mieux. Ouais, exactement. Du moment qu'il n'est pas un flux voleur, tout va bien. Les gars... Nico Rosberg, t'as dit tout à l'heure ? Oui, c'était hors antenne par contre. Le classement des pilotes et des constructeurs à l'arrivée de cette deuxième manche du championnat du monde. Max Verstappen, 44 points. Faut-il y voir un symbole ? C'est un point de plus que Sergio Pérez. On notera en regardant ce classement, on va se donner du baume au cœur. On peut se dire que oui, Fernando Alonso est à la lutte pour le titre de champion du monde. Et on peut se dire, en se donnant du baume au cœur aussi si on est espagnol, que Carlos Sainz domine outrageusement Charles Leclerc. Un point de vue comptable. Faudra prévenir les Espagnols que Sainz est espagnol d'ailleurs. Oui, faudra leur dire. Ouais. T'as raison. T'as bien raison. Et puis bien sûr, les constructeurs, on regarde, mais forcément, le gap de Red Bull est déjà important au bout de deux courses. Les amis, si cette émission, qui a été longue, ne vous a pas suffi, je vous laisse deux possibilités encore. Soit vous allez sur Winamax et vous retrouvez bien sûr l'émission Pole Position avec ce sujet, avec Lucas Parlé, bien évidemment, en plateau. Sinon, vous attendez aussi également mercredi. Regardez le programme. On va parler de Ferrari parce qu'il y a des grands Ferraristas autour de cette table. Et aussi, ce sera le début d'une longue aventure avec Margot GP qui viendra nous parler de MotoGP et des chances françaises justement pour cette saison qui va commencer dans une semaine maintenant. Ça va être absolument un régal. Et puis un petit coup de chapeau, un petit coup de pub aussi également à Emmanuel Touzeau et aux éditions Talent Sport qui ont sorti ce petit dico. Tous les pilotes de l'histoire de la Formule 1 de 1950 à 2022, toutes les définitions, toutes les histoires, toutes les bios, allez l'attraper dans les bonnes librairies. C'est un excellent bouquin à avoir si vous voulez développer votre culture F1. Bonne journée les amis, à mercredi.